Bienvenue dans cette quatrième vidéo sur les sommes et produits. Après s'être intéressé aux sommes simples et au rappel de toutes les techniques et sommes simples de référence, on va regarder les sommes doubles. Un petit peu plus techniques, les sommes doubles, dans la mesure où cette fois-ci, on va sommer des ensembles, mais des éléments dont les indices appartiennent chacun à un ensemble différent. Il y a deux indices, et donc on va sommer tous les termes de la forme A et J pour I dans un ensemble grand I et J dans un ensemble grand J entier fini. Pour simplifier un petit peu cette notation, on considérera toujours que I c'est un ensemble d'entiers consécutifs et que J est aussi un ensemble d'entiers consécutifs. Et donc notre somme double, on la notera ici comme ceci également. Donc I est compris entre M et N et que J est compris entre P et Q. Ce qu'il y a d'important, c'est de comprendre combien d'indices j'ai, combien de couples d'indices j'ai. Pour I, j'ai un nombre de choix qui est de n moins n plus 1. Pour J, j'ai un nombre de choix qui est de q moins p plus 1. Donc, par principe multiplicatif, combien ai-je de choix pour le couple J? Eh bien, j'ai exactement le produit des deux nombres que j'ai donné juste au-dessus. Donc voici le nombre de couples IJ et donc le nombre de termes que regroupe ma somme qui est de l'ordre du carré, on va dire, du nombre de termes d'une somme simple en général. Donc l'idée va être de voir comment sommer une somme double. Donc se ramener à des choses que l'on sait faire, à des sommes simples. Donc notre somme double qui est écrite ici, eh bien je vais essayer de démontrer qu'il s'agit d'une somme de termes à IJ. Et vous voyez que cette somme va être soit en premier sur les indices I, puis sur les indices J, ou sur un indice J, puis un indice. On va expliquer pourquoi ce regroupement de termes en prenant tous les termes de la somme et en les mettant dans un tableau à double entrée. Et le tableau à double entrée, on va le considérer de deux façons différentes au niveau de la lecture. Dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va calculer la somme de tous les éléments du tableau en sommant d'abord chaque ligne. Donc, on va regarder un petit peu chaque ligne, ici, hop là, et on voit que chaque ligne fait déjà apparaître une somme. Une somme que je retrouve ici. Pour des indices J, I, pardon, qui sont fixés cette fois-ci, la première somme c'est pour I égale à M, la deuxième somme pour I égale à N plus 1, la dernière somme pour I égale à N. Et donc tous ces indices-là, en fait, je me rends compte que si je veux reconstruire la somme totale, la somme totale de tous les éléments du tableau, il faut que je fasse la somme de toutes les sommes dans le tableau, ici, lu par ligne. Et donc, pour recalculer ma somme S, qui est la somme double, il va falloir que je fasse la somme pour I allant de M jusqu'à N de toutes les sommes que j'ai écrites dans le tableau. Donc exactement la somme sur J allant de P jusqu'à Q d'I. Ça, c'est une manière de lire le tableau par ligne. Je vais pouvoir aussi lire le tableau par colonne. Donc ici, je vais avoir première colonne, deuxième colonne, jusqu'à la dernière, je fais des paquets, et cette fois-ci, vous voyez que j'obtiens une somme, ici, sur I, qui va de M jusqu'à N, de termes de la forme AI quelque chose, donc AIJ, pour des J qui vont bien entendu de P jusqu'à Q. Donc, si je veux récupérer ma somme double S, il va falloir que je somme tous ces paquets, c'est-à-dire que je fasse la somme de tous les paquets de droite pour J allant de P jusqu'à Q. Voilà qui permet de démontrer cette réécriture donc de somme double en la transformant en somme de somme, qui est la seule façon ensuite de calculer les sommes doubles. Si je continue, je peux aussi me limiter non pas à des sommes doubles complètes classiques, mais à des sommes doubles ce qu'on appelle triangulaires. On va rajouter donc dans la description de somme double une contrainte. La contrainte, c'est que I soit plus petit que J. Donc le premier indice plus petit que le deuxième. Et dans ce cas-là, j'ai une autre formule. J'ai une autre formule, et je m'aperçois que dans la somme à l'intérieur des deux, nos indices ne commencent pas toujours à la même chose.
Alors, on va essayer d'expliquer ça à l'aide du tableau, puis on va voir comment le retenir d'un point de vue mnémotechnique. Donc, on va les disposer dans un tableau à double entrée, là encore, mais cette fois-ci, le tableau sera triangulaire. Donc, on va avoir un tableau qui va s'arrêter tranquillement aux termes qui sont ici. Donc, si jamais je regarde en sommant par paquet là aussi, je vais pouvoir ici sommer soit par ligne, ici, soit par colonne. Hop. Et quand je vais faire la somme, soit de ces paquets par ligne, soit de ces paquets par colonne, je vais bien avoir une nouvelle somme de sommes et je vous laisse vérifier les indices. On va obtenir exactement S à chaque fois et on va obtenir les sommes qui sont ici. Alors, prenez le temps de regarder en mettant sur pause. Sinon, d'un point de vue mémotechnique, comment retenir et savoir exactement quels indices vont dans quelle somme? Eh bien, tout simplement, si jamais je commence ma somme sur J. La somme sur J, je relis ma contrainte, c'est que J soit plus grand que I. Donc ma somme sur J va forcément partir de I, ne pourra pas partir avant, en dessous de I. Elle va jusqu'à combien? Elle va jusqu'à N, puisque I n'est pas limité, J n'est pas limité, il va jusqu'à N. Puis vient le tour de faire la somme sur I. I va partir, il n'y a pas de contrainte, il va partir de M. Et il va aller jusqu'à N, puisque la contrainte que I est plus petit que J est déjà exprimée à l'aide de cette somme-là. Si jamais je fais l'inverse avec I, d'après la contrainte, est plus petit que J, donc I va partir de l'indice le plus petit, M, pour aller à sa limite supérieure, J. Quant à J, lui, il pourra aussi partir de M et il ira jusqu'à M ici. Voilà pourquoi les deux formules, on peut les retenir assez facilement sans se tromper dans les indices. La démonstration étant donc la lecture du tableau à double entrée. Alors, continuons, parce qu'il est surtout important d'arriver à exprimer ça sur des exemples. Donc, on va s'intéresser au calcul de cette somme double-là. Si jamais je tente le calcul, pour un calcul de somme double, il va falloir que mentalement je visualise des parenthèses dans ma tête et que je me dise il faut déjà que je calcule la première somme à l'intérieur, d'un point de vue logique. Tentons de calculer la première somme à l'intérieur. Donc naïvement, on va avoir notre somme qui est à l'intérieur, qui va être égale à notre somme, tout ce paquet-là. Imaginez bien entendu des parenthèses autour de ces termes-là. Mis à part le premier terme qui vaut 1, tous les autres termes dépendent de i. Je ne sais pas trop comment je vais pouvoir sommer tout ça. Je me rends compte que je n'obtiens pas des sommes télescopiques, ni des sommes de termes de suite arithmétique, encore moins géométriques. Donc on a un peu épuisé notre arsenal, ce n'est pas des termes constants non plus, donc on va essayer de raisonner autrement. La seule chose que l'on peut faire dans le raisonner autrement, c'est tout simplement utiliser la propriété précédente pour permuter les sommes. Donc, on va inverser les sommes. Et on va dire que la somme sur i de la somme sur j est égale à la somme sur j de la somme sur i. Là encore, la condition, quand on regarde, c'était que j allait de i jusqu'à n ici, ça veut donc dire que j était plus grand que i. Donc, si jamais j'écris à la somme à l'intérieur, i ira de 1 jusqu'à j. Quel est le gain? Le gain est que la somme à l'intérieur est sur i cette fois-ci. Si la somme à l'intérieur est sur i, ça veut donc dire que le i au numérateur, je vais pouvoir sortir le j de ma somme. J est une constante. Et la somme sur i, pour i allant de 1 jusqu'à j, c'est quelque chose de connu, c'est la somme des k pour k allant de 0 jusqu'à n, adaptée avec les notations, ça va nous donner j facteur de j plus 1 sur 2. Et là, on voit quelque chose de magique, c'est-à-dire que le j du numérateur et le j du dénominateur vont se simplifier. On va obtenir donc la somme des j plus 1 sur 2. Reste à finir le calcul, on est quasiment avec quelque chose d'analogue à la somme des k pour k allant de 1 jusqu'à n. Donc on va sortir le 1 demi. Il nous reste la somme des j plus 1 pour j allant de 1 jusqu'à n. On peut tout à fait faire un changement d'indice, sinon on a à découper la somme en deux. La somme des j et la somme des 1. La somme des j, n plus 1 sur 2, la somme des 1, c'est n. Il y a un terme, donc au final on obtient n facteur de n plus 3. Au final, le tout sur 2.
Voilà donc pour ce calcul de somme. Donc l'idée a été donc de permuter les termes. Alors on continue un petit peu avec une dernière propriété qui va nous permettre de développer le produit de somme. Attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Surtout, ne jamais dire que la somme des produits, c'est le produit des sommes. Rien qu'un rapide coup d'œil au nombre de termes, la somme des produits, a priori, vous aurez autant de termes que de termes dans la somme simple. Si vous écrivez le produit des sommes, quand vous avez développé, vous allez avoir comme nombre de termes total le nombre de termes de la première somme, ici n, fois le nombre de termes de la deuxième somme, ici p, donc n fois p termes. On n'est pas cohérent au niveau du nombre de termes de toute façon. Donc, que se passe-t-il si je veux multiplier deux sommes? Bien entendu, il faut absolument lire ceci avec des parenthèses ainsi placées. Et bien, si jamais je regarde la propriété, ça va correspondre à la somme double de tous les termes de la forme AIBJ. Bien entendu, j'ai le droit de permuter à nouveau les sommes, d'abord commencer l'indice sur I puis sur J ou au contraire. Pour faire la preuve de cette propriété, on va regarder ce qui se passe. Donc on a notre somme double. Je vous rappelle, lisez-le bien avec des parenthèses. Si jamais je lis bien avec des parenthèses, je vois qu'en fait, chacune des sommes constitue une constante par rapport à l'autre. Ça veut donc dire que je peux aussi considérer que je peux rentrer la somme des BIJ en tant que constante dans la somme des AI. Donc ça, c'est une jolie constante. Maintenant, mon terme AI ne dépend que de l'indice I, donc c'est une constante par rapport à la somme sur J. Donc je peux tout à fait rentrer mon terme AI dans la somme sur J. Et si je retire ma parenthèse, j'obtiens exactement la somme double que j'ai donnée juste ici. Et on est bien ramené notre somme double. De même, bien entendu, eh bien, on va avoir la même formule en permutant les sommes, et ça, c'est ce que l'on a vu juste avant. Et ça va nous permettre de développer, par exemple, la somme des A1 plus AN, le tout au carré, qui est en fait la somme des AI multipliée par la somme des AI. Alors le piège va être ici de ne pas croire que la somme des AI multipliée par la somme des AI va nous donner la somme des AI au carré, parce que dans ce cas-là, on aura oublié beaucoup de termes. Il va falloir vraiment écrire cette somme des AI fois, non pas la somme des AI, mais la somme des AJ, en changeant d'indice, de sorte à se ramener à la même formule avec un BJ qui vaudra cette fois-ci AJ. Et si jamais j'applique la formule, on obtient donc la somme des AI fois AJ. Et surtout pas la somme des AI carré en prenant l'indice de la première somme égal à l'indice de la deuxième, alors que ce n'est pas du tout correct. Voilà qui conclut cette vidéo sur les sommes doubles.